Merci hein, beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir partager la pratique musicale de la création de musique sur iPad, qui est différente de celle qu'on peut connaître sur PC. Et je serais content de connaître un petit peu peut-être les attentes des participants. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous vous posez ou des choses que je pourrais aborder en particulier qui vous intéresseraient plus particulièrement pendant la démo que je vais faire donc de la Groovebox et des autres instruments que j'utilise? Moi, pour vrai, je connais vraiment rien encore dans. Tu sais, genre, ça m'intrigue, mais j'ai aucune question pour l'instant. Il n'y a rien qui me vient en tête, mettons. D'accord, pas de problème. De toute façon, il y aura peut-être des questions pendant ou après, n'hésitez pas. All right. Ouais, pas mal la même chose pour moi, là. Tu sais, je fais juste commencer dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, je me suis acheté l'équipement de base, petit tracteur, petit F1, puis là, je commence à, tu sais, jouer avec des samples. Mais je pense que mon plus gros défi en ce moment, c'est de faire du sens dans les dizaines de milliers de samples puis de loops que j'achète, là. Mettons, avec Ableton, la suite. C'est juste de faire. Comment tu fais pour euh, choisir celle que tu aimes ou tu sais, comment tu fais pour faire ta sélection là-dedans. Moi, c'est ça mon plus gros hic là, en ce moment. Là. D'accord, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. C'est vrai que choisir un son, c'est une fois qu'on a trouvé un bon son, c'est beaucoup plus inspirant. Alors dans le cas de la Groovebox, il y a 1000 samples disponibles, donc c'est relativement peu, on va dire. Et ils sont classés déjà, ils ont déjà été présélectionnés, c'est-à-dire vraiment que ça a été fait par un ingénieur du son, quelqu'un qui fait beaucoup de production et qui a déjà fait un choix particulier pour la drum machine en tout cas. Et on verra un peu justement la gestion des samples, on va même commencer la démo par ça. Moi, j'aurais une question, si tu veux parler un petit peu de l'environnement, dans le sens des plugins, le audio unit, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à pouvoir faire avec l'interconnexion Interap. entre ouais, l'interapplication. C'est quoi, dans le fond, l'univers audio du iPad dans son développement, puis vers où on s'en va avec ça. Mais ça, c'est peut-être plus à la fin, si tu veux. Oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que c'est plus technique, mais on va le voir en fait en pratique, hein. Je peux déjà faire une rapide introduction. Globalement, il y a des applications qui ne fonctionnent avec rien. D'accord? Il y a des applications, c'est-à-dire que tu lances, mais qui ne vont pas pouvoir s'interconnecter avec d'autres applications. Donc, j'ai envie de dire, ces applications-là, déjà, je les mets de côté. Voilà. Parce qu'elles sont moins pratiques, tu ne peux pas synchroniser le tempo, tu ne peux pas récupérer l'audio, c'est compliqué. Et donc, il y a quelques applications qui existent encore sur le marché. J'ai vu encore quelqu'un qui a sorti une drum machine comme ça. OK, donc Pour le reste, des applications vraiment fermées, là. oui, voilà, fermés, qui sont que j'appellerais peut-être un petit peu des gadgets pour le coup. En revanche, il y a aujourd'hui la majorité des applications musicales sous iOS vont gérer au minimum le protocole Interap Audio. Donc Interap Audio, c'est un protocole assez ancien qui fonctionne encore et mais qui va bientôt ne plus être la norme, et notamment en faveur d'un autre protocole qui est celui de AUV3. Interap Audio, tu vas pouvoir récupérer le signal audio d'une application, mais tu ne vas pas pouvoir lancer une application dans une autre application. L'avantage de l'AUV3, Audio Unit version 3, le format d'Apple, c'est que c'est un format de plugin, ce qui fait que tu peux enfin lancer des plugins dans GarageBand, dans Cubase, dans AUM, dans différents hosts. Et du coup, je ferai une démo là-dessus où je montrerai bien un peu la distinction, où je vais utiliser à la fois Interap Audio, notamment ici dans le cas de la Groovebox, mais également AUV3. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme des musiciens autour de ce nouveau format, parce qu'il est beaucoup plus modulaire, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique en fait. Et ça ressemble beaucoup plus à la réalité qu'on a sur un ordinateur. Tout à fait. C'était une étape très importante que Apple devait faire et maintenant c'est vraiment généralisé. Donc, donc oui, maintenant il y a vraiment très très peu il y a vraiment peu de choses qu'on ne peut pas faire sur iPad et qu'on pourrait faire sur l'ordinateur, clairement. D'ailleurs, Luc, est-ce que toi tu as l'idée de quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sur iPad qui existe sur desktop? Pour l'instant, c'est juste non, parce que c'est une question de coder correctement. C'est plutôt des plugins qui n'ont pas été mis à jour encore. C'est plus ça.
Ouais. Parce que là, justement, la nouveauté depuis Noël, c'est vraiment l'option que les plugins peuvent être multi-sorties. Donc, Oui, tout à fait. Ouais, ouais, on a fait une update hier, qu'on a lancé hier justement, sur l'un de nos plugins qui s'appelle le Bliss Sidekick et qui permet de rerouter les canaux audio dans différentes tranches. Et j'essaierai de faire une petite démo aussi avec ça. OK. Ça, c'est, je pense, c'est la grosse nouveauté, mais c'est pas tout le monde qui est encore à jour avec une version qui supporte ça. Oui, oui, oui. Puis en fait, ça s'applique pas toujours. Tu vois, par exemple, on a une delay, on a une reverb. Bon, bah, la delay comme la reverb, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à splitter le canal audio dans d'autres tranches. On y avait pensé d'ailleurs pour la delay, mais non, c'est un peu gadget pour le coup, c'est pas nécessaire. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, je vois qu'il est à 10 heures chez vous à Montréal. Et donc, il est 16 heures ici à Lille, en France. Et je vous propose du coup de commencer la petite démo pour une introduction à la création musicale sur iOS. Et donc, ici, j'utilise un iPad Pro qu'on voit ici. Et donc, je vais commencer d'abord par vous présenter mes produits, forcément, parce que moi, je travaille dans le développement d'applications et je vais d'abord vous montrer la Bliss Groovebox, qui est donc une Groovebox comme son nom l'indique et qui est limitée à 4 pistes. Vous voyez donc ici 4 pistes que vous voyez sur la gauche de l'écran. Il y a donc la drum machine, piste 1, les accords, qui est un instrument d'accord, et il y a également 2 monosynths, donc des synthétiseurs monophoniques. Et donc ici, vous allez avoir les différentes patterns. D'accord? Donc ces 4 pistes-là, elles sont également rattachées à 2 bus FX qu'on peut choisir ici. Vous avez de la delay, de la reverb et une ping-pong delay. On va voir comment s'en servir très prochainement. L'objectif de ce logiciel, c'est d'apporter un nouveau regard, une nouvelle vision sur la manière de composer. Lorsqu'on est sur Ableton, lorsqu'on est sur Logic, on peut tout faire. Et l'erreur de débutant qu'on a tendance à faire lorsqu'on a des logiciels très complets, voire trop complexes, c'est qu'on va se mettre à mettre plein de plugins, on va essayer de faire des projets des fois qui vont être trop compliqués. Et l'avantage de la Groovebox, c'est qu'on revient vraiment à l'essentiel de la production. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un bon morceau au final? C'est un bon rythme, une bonne basse et une bonne ligne d'accord. Et déjà avec 4 pistes, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de composer quelque chose un peu rapidement ici et de vous montrer quelle est l'approche ergonomique et comment ça fonctionne. Donc, ici, Juste je vais... une Oui. question, Vianney. Dans le cas, là, tu nous montres ça sur le iPad. Cette application-là peut rouler sur quelle machine en tant que telle? Ah oui, tu fais bien de le souligner. Alors, la Groovebox, on l'a sortie en 2018 et elle est rétrocompatible jusqu'à iOS 9. C'est-à-dire que on peut utiliser la Bliss Groovebox sur un iPhone obsolète comme un iPhone 4S. Un iPhone 4S, d'ailleurs, sur iPhone, ça va se présenter différemment. Je ne sais pas si vous voyez, ça va être plutôt sur le format vertical, mais on est quand même passé sur un mode voilà, paysage, parce que c'est aussi dans l'habitude des utilisateurs. Et donc, très clairement, tu peux utiliser la Bliss Groovebox avec beaucoup de matériel, y compris du matériel assez ancien, donc les iPhone 4S, le premier iPad Air et l'iPad 2. Mais là, effectivement, je suis quand même sur un iPad Pro seconde génération, donc qui est largement suffisant pour faire marcher la Groovebox. Et voilà. Donc, du coup, je vais commencer par faire un pattern. Donc, ici, je vais choisir un tempo que je vais mettre à 120. Hein, toujours, c'est bien 120. Ici, vous avez un tap tempo d'ailleurs, une petite fonctionnalité. Alors, je vais filmer mon doigt, voilà, qui permet comme ça de définir à peu près le tempo à l'oreille. 120. Alors, pour pouvoir rentrer dans la Groovebox, il faut faire un appui prolongé. Donc, je vais refilmer un peu mon doigt. C'est-à-dire qu'il faut rester appuyé. Et là, on a un gros menu qui apparaît. D'accord? Et je vais cliquer sur Edit. Là, j'arrive sur quelque chose de très basique. Vous voyez donc une pattern avec 16 steps. Et vous avez à chaque fois une ligne par sample. D'accord? Donc ici, par défaut, je vais avoir un kick qu'on entend ici. Et si j'appuie sur Play, on entend le kick. D'accord? Et donc, je vais commencer à rajouter quelques steps. Voilà. Alors, j'ai la latence
ce qui fait que j'entends tout avec du décalage par le fait que j'utilise AirPlay, etc. Donc, je vous demanderai d'être indulgent sur tout ça. Voilà, donc là, je recommence du début pour bien entendre où est mon premier temps. Et donc ici, je vais mettre différents samples. Vous voyez ? Alors jusqu'à présent, voilà, on a mis, vous avez différentes couleurs, différentes nuances de couleurs. Que lorsque je sélectionne un pas, vous pouvez voir en bas s'afficher le nom du sample. D'accord ? Et petite fonctionnalité ici, j'utilise une version bêta de la Bliss Groovebox qui rajoute d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité de pitch. Donc, par exemple, ici, je peux choisir de baisser le pitch de mon hi-hat, de le baisser ici, là, de passer à 4, et ici à 6. Et là, on entend tout de suite la différence. Voilà. Ensuite, autre étape qui va être très importante et ça va répondre notamment à la question qui était posée au début, comment on fait pour choisir ces samples? Eh bien, dans la Groovebox, nous avons donc choisi à chaque fois d'avoir ce mouvement qui est de rester appuyé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester appuyé sur mon step pour rentrer à l'intérieur du sample et je vais cliquer sur Edit Sample. Là, j'arrive sur une fenêtre qui me permet d'éditer mon sample, de choisir mon sample et de du coup, le modifier. Donc là, je vais par exemple lui rajouter la reverb. On entend ici, qui est le send FX1, qui est le bus FX1. Je peux par exemple modifier le pitch. Très important, je vais également pouvoir découper le sample. Alors, je le ferai sur d'autres. Et enfin, j'ai deux choses que je peux rajouter. Je peux rajouter du drive. Alors, on a un pré-filter drive et un post-filter drive. D'accord ? Alors, le drive qui va permettre de rajouter du gain. On a deux émulateurs, deux générateurs de drive. Un qui est de type analogique et un autre qui est digital. Celui qui est digital va sonner un peu plus froid. Moi, je préfère le drive qui sonne un peu plus analogique. Et on voit bien, effectivement, on voit très très bien qu'on a possibilité de rajouter du drive. Je vais comme ça aller éditer chacun de mes samples, rajouter des filtres, les modifier. Alors, par exemple, ici, ce sample de tambour n'est pas terrible. Alors, je vais aller dessus. Je peux l'écouter ici. Je vais cliquer en haut à droite dans Load Sample et je vais choisir un autre sample. Par exemple, alors ici, j'ai toutes les banques de samples Bliss. Donc, il y a 1000 samples qui sont répartis dans différentes catégories. Mais je peux également utiliser cette barre de recherche. Il est à noter également qu'on peut tout à fait importer ses propres samples. Hein, tout à fait. Ici, on va pouvoir importer via le gestionnaire de fichiers Apple. Donc, il n'y a absolument aucune limitation sur le nombre de samples que vous pouvez importer dans la Groovebox. Et on va même pouvoir d'ailleurs en enregistrer. Donc là, je vais utiliser le micro de l'iPad. Il est à noter que j'ai remarqué que le micro de l'iPhone est très 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 bon, alors que le micro de l'iPad en général est de moins bonne qualité. Mais on va pouvoir comme ça enregistrer les samples. Donc ici, je vais enregistrer un snap, donc j'appuie sur Record, je finis mon enregistrement et on voit ma waveform. Je vais donc cliquer sur Save, que je vais appeler Snap. User sample because with the name exists. D'accord, j'avais déjà choisi ce nom. Je vais donc l'appeler Snap 2. Voilà. Je clique sur Load, je charge mon sample. Là, il me propose ou pas de mettre à zéro les réglages que j'avais sur le sample. Je vais dire oui. Voilà, donc là, on entend mon sample. Je vais donc choisir maintenant de modifier le begin avec le slider et le end. Voilà, là j'ai bien édité mon sample. Maintenant, je vais peut-être toucher au pitch. Je vais la rajouter la delay. Alors cette delay, je peux la régler dans le bus FX, mais j'y viendrai plus tard. Et très très important dans la Groovebox, on a les filtres.
vous avez le low pass cutoff et le high pass cutoff qui ont chacun une résonance qu'on va pouvoir régler. Donc, par exemple, pour ce qui est du low pass cutoff, je vais essayer, par exemple, de mettre un peu plus de piquant. Là, on l'entend, il est très très fort, très très aigu, et ça me permet des fois de me repérer dans le son. Donc là, je vais baisser la résonance. Et pareil, le cutoff ici, le high pass cutoff va me permettre d'enlever les basses. Voilà. Et donc là, j'ai fini d'éditer mon sample. Et si je relance la séquence, je reviens en arrière, on entend le sample qui a été modifié. D'accord? Alors maintenant, je vais aller venir à un peu éditer ici mon hi-hat hip-hop. Je vais aller prendre un autre hi-hat parce que j'aime bien en prendre d'autres. Donc cette fois-ci, je vais aller dans ma banque de hi-hats. J'ai un nouveau pack de samples qui s'appelle le Acoustic Kit. Je vais voir si je n'ai pas des hi-hats qui sont sympas. Alors, on va tester. Ah, le 21 est pas mal. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, le fait que ce soit tactile, bah, on n'a pas vraiment le même rapport avec ces samples. On va plus se balader comme ça. Ah, celui-là est chouette, je crois. Voilà, celui-ci, bah, hi-hat closed. On va prendre celui-ci, ou le 6. Non, celui-ci. Très bien. Alors, est-ce que je veux reset? Oui. Première chose, je vais d'abord peut-être l'écourter un petit peu pour juste prendre ce dont j'ai besoin. Dans certains cas, je vous conseille d'utiliser l'enveloppe ADSR, donc qui vous permet de modifier au moins l'attaque et le release. Donc là, on voit bien, par exemple, que si je rajoute de l'attaque, l'attaque va être beaucoup plus douce. Et ici, quand l'attaque est à 0, eh bien, on entend le sample dès le départ. Voilà. Ensuite, ce sample, je vais lui ajouter donc, des filtres, comme tout à l'heure. Je vais enlever une partie des basses, parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais peut-être mettre un peu de résonance à l'endroit où j'entends qu'il y a de la richesse harmonique. Voilà. Et enfin, ce que j'aime beaucoup faire sur la hi-hats, c'est toujours de leur affecter une très légère reverb. Ce qui fait que ça va créer une sorte de groove en fonction de la rythmique de la delay qui va être assignée. Donc là, on va écouter pour voir ce que ça donne. Alors là, le pitch, ça marche moins bien, donc je vais remettre le... Donc là, on entend ma delay, et je vais aller la régler justement, cette delay. Je vois, par exemple, déjà, ce que je vais faire dans la delay, c'est que je vais, dans le réglage du deuxième bus, qui est situé donc à droite de l'écran, puisqu'il y a deux bus, hein, et je vais d'ailleurs transformer cette delay et en faire une ping-pong delay, donc j'ai appuyé sur la petite fenêtre en haut. Je vais enlever mon high pass, je vais le relever en fait de manière à couper les basses, pour que ma delay ne fasse écho et ne fasse écho que d'une certaine partie de la fréquence de mon sample. Ensuite, j'ai touché au sync rate. Ça marche pas, par exemple, on entend, ça marche pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre en 5/16. Alors, on voit bien, si je baisse mon high pass, ça va être moins visible effectivement sur un hi-hat. Mais en tout cas, je vais déjà essayer d'affiner comme ça ces réglages pour créer un groove sur mon hi-hat. Et je vais baisser un peu le feedback. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà pour ça. Donc ça, c'est une première manière donc, de composer un beat avec la Bliss Groovebox. Donc c'est une approche qui est très classique dans l'ensemble. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais composer un autre pattern. Cette fois-ci, je vais le faire avec une autre approche qui est plus une approche entre guillemets de beatmaker, où on va utiliser cette fois-ci une interface de pads. Donc hop, je fais Edit. Ensuite, je vais cliquer sur Pads en bas de l'écran et je vais cette fois-ci utiliser mes pads. D'accord?
ce qui va me permettre finalement de plutôt composer de manière voilà, en beatmaker. Je pourrais d'ailleurs décider d'utiliser un métronome. Alors, je fais une démo rapide. Voilà. Bien entendu, je ne peux pas le faire ici parce que comme j'ai une latence de presque 1 seconde, eh bien, je ne pourrais jamais être dans le temps. Je vais donc enlever le métronome. Je reviens dans la drum machine. Vous avez en bas vous avez un panneau qui glisse comme ça. D'accord. Alors ça, ergonomiquement, c'est discutable. D'accord, c'est améliorable. Quoi qu'il en soit, l'application est faite comme ça. Et dans le premier panneau, vous allez pouvoir choisir la signature rythmique, c'est-à-dire soit une signature rythmique binaire, avec à chaque fois des groupes de 4 temps, ou par 3 temps, en ternaire également, ce qui peut être assez intéressant justement lorsqu'on veut jouer en ternaire. On va rester ici en binaire. Et ensuite, je vais faire autre chose, c'est que là, pour le moment, il n'y a que 1 bar, donc une seule mesure. Je vais plutôt aller jusqu'à 8 bars. D'accord, voilà, j'ai 8 bars. Et donc, en haut, vont correspondre chacune de mes mesures, mes 8 mesures que je vais pouvoir éditer. Ensuite, je clique sur Pads et je vais commencer à enregistrer à la volée un rythme. Donc, j'appuie sur Rec, j'enclenche sur Rec, je vais rester appuyé mon doigt sur le bouton Repeat, ici, et je vais appuyer sur Play, ici. Et là, déjà, je suis en train d'enregistrer une piste de kick, kick très binaire. Alors, je reprends au début parce que j'ai besoin d'entendre le temps au début, c'est pour ça. Ensuite, je vais rajouter des hi-hats cette fois-ci avec, voilà, avec ça par exemple. Pour ce qui est de la quantisation ici, je peux décider de la mettre, de quantiser. Donc quantiser, c'est-à-dire que ça va automatiquement ajuster. Si jamais je rentre un temps un petit peu avant, un petit peu après, ça va le recaler automatiquement avec la quantisation. Et donc ici, c'est une quantisation qui est binaire, ou qu'on peut mettre également avec une résolution plus fine. On peut également la mettre en ternaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de quantisation du tout. Comme ça, mon hi-hat, je vais pouvoir le faire jouer soit en binaire, soit en ternaire, comme ça à la volée. Donc, on va essayer tout de suite. C'est parti. Voilà. Et donc là, j'ai mon pattern qui a été donc enregistré. Et je vais pouvoir le corriger justement. Voilà, comme ça sonne un petit peu mieux, il y a un peu plus de début. Je vais en profiter, j'ai trop de reverb dans mon... J'ai trop de delay, pardon. Je vais modifier un peu le filtre en direct. Ensuite, le kick n'est pas terrible, alors j'en profite, je modifie tout de suite. Je vais prendre un autre kick. Mon kick, je vais lui rajouter, je ne sais pas si vous avez la stéréo, mais je vais lui mettre une grosse résonance vers 50 Hz pour aller essayer de trouver à l'oreille où se trouve la résonance. À quelle fréquence exactement je peux aller chercher le punch du kick. Voilà, il est vers 65-66. Ça veut dire que... Donc là, ce que je fais sur mon kick, c'est que il est très très sourd. À 65, j'entends effectivement que si je mets la résonance, on peut faire ressortir le grave de ce qui m'intéresse dans mon kick. Là, vous voyez, il est tout plat, mon kick. Là, il est méchant. Et là, j'ai vu à l'oreille qu'à 65, j'avais une résonance intéressante. 65 Hz, ce qui veut dire que ça va également avoir aux alentours de 130 Hz une autre résonance. Et puis à 266 aussi. Alors bien entendu, je le fais sur un kick. J'espère que vous avez un bon casque et que vous entendez bien les basses. Et je reviens à 66.
Je peux éventuellement y rajouter un petit piquant dans les aigus également. La résonance, c'est quand ton filtre, il swing avant de couper, ça? Absolument, c'est ça. Ok, ok. Tout à fait. Et d'ailleurs, je ferai un exemple avec le filter pour voir où sont les résonances, justement. On aura d'autres manières de le voir. Là, c'est vrai que c'est plus à l'oreille qu'il faut le faire, dans le cas de la Groovebox. Ce qui est bien aussi, c'est un bon exercice, ça entraîne l'oreille. Bref. Voilà, je vais encore modifier ce... Et on passe sa vie à modifier ses sons dans cette application. Ensuite, je vais un peu gérer les volumes. Là, par exemple, le volume, il est un peu trop fort. Voilà. Donc là, j'ai fait un premier pattern que je vais d'ailleurs, je vais le nommer. Je vais cliquer sur le nom qui est ici et je vais l'appeler 1, tout simplement. Parce que c'est très original. Et je vais lui donner la couleur verte. Voilà, pour me repérer. Je reviens en arrière sur l'écran principal. Et ce que je vais faire, c'est que ce pattern, pour l'incrémenter, je vais simplement faire copier-coller. Et comme ça, je vais travailler sur mon nouveau pattern. Comme ça, celui-là, il est bien, il est simple. Mais dans mon deuxième pattern, je vais rajouter un clap. Donc, je vais faire copie. J'appuie longtemps sur le pattern qui m'intéresse et je fais paste. Et j'ai fait un copier-coller. Qui est donc exactement pareil. Je rentre dedans. Je vais lui mettre une autre couleur, du coup, pour bien me repérer. Et maintenant, je vais aller essayer de rajouter un clap. Donc là, ça va être compliqué d'utiliser les pads, comme je vous disais, pour la latence. Et c'est très, très important, d'ailleurs, de ne pas avoir de latence quand on fait de la musique. Hein. Alors, je vais voir si... Je vais plutôt les mettre ici, mes snares. D'accord. Et je vais faire ça. Soit je peux décider de le faire séparément sur chacun des patterns, comme ça. Vous voyez ce que je fais? Je vous montre. Hein. Le geste, plutôt cool, c'est de faire comme ça. Comme ça, on peut voir un peu les différences entre les différents patterns. Hop, ici. Et je vais tout de suite immédiatement modifier ce sample de snare hip-hop parce que je ne supporte plus, j'ai trop écouté. Donc, je vais aller chercher des claps parce que j'aime bien les claps. On a notamment des claps b-boy qui sont très cool, que j'aime beaucoup. Celui-là, par exemple, il est très club. Là, on va voir. Voilà, celui-là, il est intéressant à travailler. Alors, je vais l'éditer en direct. Donc, je vais déjà le faire commencer plus tard. Je vais lui mettre un peu de reverb. Alors, je vais aller dans FX pour régler ma reverb. Je vais la mettre plus grande. Voilà, là on l'entend. Tout de suite, les filtres. Alors, en général, ce que je vous conseille, c'est toujours enlever un peu les basses pour améliorer votre mix. Voilà. Maintenant, je vais changer mon hi-hat parce qu'en fait, je l'aime plus. On va faire ici. Ça peut faire mal aux oreilles des fois. Je vais aller plutôt chercher dans de la trappe. Alors celui-là est intéressant, je vais rajouter du drive. Je mets une delay qui va tout de suite donner un petit groupe sympa. Donc là on entend bien. Je ne sais pas si vous avez la stéréo ici. Vous avez la stéréo Non, on n'entend pas. Non, normalement, donc il y a un effet de stéréo. Voilà. Donc là, j'ai modifié mon pattern de bits et j'ai donc une pattern de 8 mesures que je peux maintenant incrémenter qui me sert un peu de base. C'est toujours plus facile de commencer par un rythme. En général, ça donne un repère, forcément. Ça peut être une façon
de trouver l'inspiration. Des fois, les gens aiment bien aussi commencer par une ligne. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est cette fois-ci de créer un pattern d'accord avec l'instrument chords. Donc cet instrument chords, ici, je peux choisir dans ma piste, soit de mettre chords, soit une autre drum machine, je peux encore mettre une autre drum machine si je veux, ou bien un monosynth. Donc je vais dans chords. Et très concrètement, dans chords, je vais donc aller créer un nouveau pattern. Je vais lui donner la couleur jaune. Voilà. Je vais tout de suite rajouter 8 mesures parce que une mesure, ou 4 mesures, on va dire 4 mesures. Et ici, je vais pouvoir jouer des accords. Donc, c'est un instrument polyphonique qui a 4 voix, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 4 notes qui sont jouées. Donc, comme pour la drum machine, eh bien, on peut aller venir modifier ce son de synthé. D'accord? Alors ici, ce que je vous montre, c'est un petit bouton caché qui nous permet en fait d'entendre en direct l'accord et le régler depuis cette fenêtre. Ici, on va pouvoir choisir les formes d'ondes. Celui-là était chouette. Je vais enlever un peu ma delay. Je vais rajouter la reverb. Voilà. Et je peux d'ailleurs faire également dans l'instrument chord, c'est choisir le strumming. Donc, en français, je ne sais pas comment on dirait le strumming, c'est-à-dire égrener un peu les notes. Super dreamy, ça c'est vraiment un feature que j'adore. Ensuite, je vais peut-être aussi rajouter un peu de LFO. Je vais rajouter un peu de LFO pour essayer de faire un effet de wobble sur la fin de ma note. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous avez vu, je suis allé dans le tiroir, on va dire, dans les réglages du LFO. Ici, j'ai 2 LFO, d'accord? Je vais utiliser le deuxième LFO. Parce que le premier est déjà affecté à un effet de volume. D'ailleurs, si je l'augmente, on entend qu'il y a un effet comme ça. D'ailleurs, si j'augmente la fréquence, vous voyez? Donc on va garder ce petit effet de LFO sur le volume qui est très joli. Ce que je vous conseille de faire aussi, notamment sur les accords, parfois, c'est plutôt de faire un léger LFO de pitch. Ça, c'est quelque chose que je trouve très joli aussi, qui donne un côté un peu dreamy à votre son. Ouais, bon là c'est un peu trop de LFO, mais ça donne un côté un peu tape effect assez cool. Et donc ici, sur mon deuxième LFO, cette fois-ci que je vais mettre synchronisé sur le temps, je vais affecter ce LFO au low pass cutoff, LP cutoff ici, d'accord, sur un rythme de 1/4. Alors attendez, je me suis trompé, c'est ce LFO là. Et là on entend ce petit effet de wobble, très très cool. Là je suis en sync mode synchronisé. Et que je vais mettre ici sur 3 bits. Voilà. Et ce LFO attaque, vous remarquerez que si je le mets au début, l'effet de LFO s'applique immédiatement à l'attaque du son. Mais là, comme ce sont des accords un peu des nappes que je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre cette attaque plus tard. Vous voyez, ça arrive plus tard. Ok. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de sound design sur les accords que je voulais utiliser. Sur le chords, l'instrument chords de Bliss, Groovebox. Ensuite, maintenant, c'est le moment critique où il faut composer. Alors, pour cela, on a une aide qui est très pratique depuis maintenant quelques updates sur la Groovebox. On va pouvoir utiliser des scales, donc des gammes. Des gammes, voilà, merci. Et on peut choisir soit de jouer
dans des gammes majeures, soit dans des gammes mineures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une gamme mineure. Par exemple, on va prendre Sol mineur. Voilà, Sol mineur. Voilà, et je vais aller construire une suite d'accords qui va rester dans cette gamme. Et comme j'ai gardé à l'esprit que je suis dans la gamme de Sol mineur et que je ne suis pas un musicien avec beaucoup de connaissances théoriques harmoniques, ça va beaucoup m'aider parce que forcément, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à mettre des notes à côté. Au contraire, je vais rester dans cette gamme de Sol mineur, ça va me faciliter la vie. Alors, est-ce que quelqu'un, au regard de cette gamme de Sol mineur, aurait par exemple une suite de 4 accords à me suggérer? On peut composer comme ça de manière collective. Parce que finalement, cette suite de 4 accords, ça va vachement conditionner la couleur musicale de ce que je vais faire après. Moi, j'irai à l'oreille, là. Voilà. Alors, je vais le faire à l'oreille aussi, ouais. Je vais le faire à l'oreille. Sol mineur, Do mineur, Ré mineur. Sol mineur, Do mineur. Alors, Ré mineur, je crois que c'est pas dans la gamme. Ce sera plutôt Ré majeur. Alors, pour info, Bliss Groovebox est également disponible en français. Mais là, mon iPad est réglé en anglais, parce que souvent, je m'en sers pour tester. Mais je vous dis, pour info, si vous êtes en français, vous aurez du coup les notes écrites en français. Voilà, c'est classique, on va faire ça. Alors, normalement, j'aurais utilisé les pads. J'aurais appuyé sur play. Et comme j'entends tout avec de la latence, ça va être très difficile pour moi de performer en direct. Donc, je vais faire autrement. Je vais tout simplement ici écrire la suite d'accords que nous avons décidé, qui est donc Sol mineur, Do mineur et Ré majeur. D'accord? Sol mineur. Je vais ici choisir, faire mon Sol mineur. Et je vais ensuite choisir l'inversion d'accords. Ensuite, je vais rajouter de la longueur. D'accord, donc ça c'est mon premier bar. Deuxième mesure, cette fois-ci, je vais faire un Do mineur. Je vais faire un Do mineur 7 parce que ce sera plus joli. Do mineur 7. On va déjà voir ce que ça donne. Bon, là, on a envie que ça se répète. On a envie de faire Sol, Do, Sol, Do. Vous n'êtes pas d'accord? Alors ici, regardez une petite subtilité. Je peux également copier mes mesures. Pour pouvoir faire ça, je fais un clic sur ma mesure. Je fais copie barre. Je reclique une fois sur la barre qui m'intéresse. Je fais paste. Et ça va copier automatiquement mon pattern. Et ici, je vais faire pareil pour mon Do mineur 7. Mais cette fois-ci, le Do mineur 7, celui-ci, je vais lui changer d'inversion d'accord. C'est-à-dire que je vais jouer les notes plus haut dans le clavier virtuel, entre guillemets. Voilà, on va voir ce que ça donne. D'accord? Alors, soit je peux décider d'aller sur 8 barres, sur 8 mesures. Du coup, je vais vous faire l'exemple. Donc ici, je suis sur 4 mesures. Je vais tout simplement passer à 8. Je fais toujours Sol, Do, Sol, Do. D'accord? Donc ici, je copie ma mesure de Sol. Et je vais la recopier ici. Et là. D'accord? Mon Do mineur, je le recopie ici, par exemple. Parce que voilà, je fais des compositions très simples. Mais ici, par contre, on va partir plutôt sur le fameux Ré majeur. Et du coup, Ré majeur 7. Voilà, Ré majeur. Quoique, on va voir si ça marche. On va le faire à l'oreille. Ça marche bien. Voilà, attention.
Ouais, voilà, ça passe. C'est intéressant. Et tout de suite, là, une fois qu'on a cette ligne d'accord, qu'on a déjà un rythme, eh ben, il faut la ligne de basse, obligatoire. Donc là, je vais créer un pattern, cette fois-ci dans ma piste monosynth. Hein, j'ai choisi un monosynth. Je vais tout de suite mettre 8 barres. Je vais aller dans mes pads. Et là, la petite astuce, effectivement, qui est bien pratique, c'est que je vais tout de suite aller dans Scales. Parce que là, je suis en Do majeur. Vous voyez, toutes les notes que je vais jouer en Do majeur, ça risque d'être un peu à côté, surtout sur... D'accord? Tandis que si je me mets dans la scale de Sol mineur, je suis forcément dedans. Alors là, en temps normal, ce que j'aime bien faire, c'est justement de jouer la ligne de basse à la volée, d'utiliser ici de la quantisation, et je vais aller jouer comme ça mes notes sur la suite d'accords. Vous allez également pouvoir utiliser un clavier externe, un clavier MIDI externe. Je montrerai après. Là, comme j'ai de la latence, ce que je vais peut-être faire exceptionnellement, c'est que je vais peut-être mettre le partage en haut. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser le micro très temporairement et je vais repartager l'écran derrière. D'accord? Ça vous va? Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager. Voilà. Je vais vérifier que mon son fonctionne. Voilà, est-ce que vous m'entendez à peu près? Oui. Ouais. Ok. Voilà, et donc là, ça y est, j'ai quelque chose qui est plus quantisé, que j'ai pu faire un peu à l'oreille, où on voit bien, effectivement, normalement, je suis à peu près dans les clous. On va vérifier. Ok, maintenant, je vais repartager mon écran. Donc, pour pouvoir le faire, je vais faire ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran de nouveau? Oui, oui. Ok. Et maintenant, je vais aller modifier un peu la basse pour qu'elle soit plus cool. L'approche du step séquenceur de la Bliss Groovebox, on a fait ce choix effectivement d'avoir un step par note. Ce step, vous allez par exemple pouvoir le déplacer comme ceci. Si par exemple vous voulez changer ça. Et vous allez également pouvoir donc rajouter la longueur de note, qui est très importante.
comme pour la drum machine et comme pour le chords, pour aller modifier mon synthétiseur, je vais rester appuyé. Cliquer sur Edit Synth. Et là, maintenant, je vais aller modifier à la volée le son de ma basse pour qu'il sonne mieux. Alors, soit je vais essayer des presets. Déjà, je vais essayer des presets pour gagner du temps. Dans les basses. Voilà, cette basse, elle marche bien. Voilà, donc voici un peu donc, le squelette d'un morceau. Maintenant qu'on a ce squelette-là, on a plusieurs façons d'améliorer. Il y a déjà une dimension qui me semble très importante et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, qui est très simple et pourtant j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est le groove. C'est-à-dire que par défaut, tout ce qu'on vient de composer ici, c'est vraiment pile dans le temps. D'accord ? C'est vraiment très droit. C'est très comme une machine. Et donc, le groove, c'est justement ce qui va permettre de décaler un petit peu, notamment le deuxième et quatrième temps, si je ne dis pas de bêtises, deuxième et quatrième temps, et les faire venir un petit peu après ou un petit peu avant. Donc, on va prendre l'exemple ici de la drum machine. Donc, j'ai mis en solo la drum machine. Là, je clique ensuite sur les réglages de la drum machine et mon groove est à 50. Alors, regardez, je vais passer le groove. Alors là, j'ai un rythme qui est assez droit, mais ça va changer quelque chose. Vous avez vu ou pas? Ça va plus être exactement le même swing. Voilà, pas exactement le même swing. C'est quelque chose, ça tient à très peu de choses, mais c'est assez important. Et donc, on peut le faire ici et le répliquer sur les autres instruments. Relativement peu perceptible, mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que c'est toujours important d'essayer de rajouter un petit peu de groove alors, à ces compositions. Pas pour tout, évidemment. Hein. Si vous faites de la techno, il faudra rester sur un groove à 50. D'accord. On peut aller jusqu'à 75. Alors, je vais essayer de l'exagérer pour qu'on l'entende bien. Donc, je l'ai mis où? J'ai mis sur ma basse. Écoutez bien la basse, elle va bouger. Là, le groove est à 75. Regardez ici, par exemple, là, sur cette séquence-là que je vais boucler. Pour boucler, je vais appuyer sur cette petite boucle qui est ici. Je vais mettre en solo ma piste. Et là, on va juste entendre la dernière mesure de ma ligne de basse. Comme cette ligne de basse joue tout sur le premier, deuxième temps, on n'entend pas vraiment. On va plutôt l'entendre ici, excusez-moi, c'est là. Ça, c'est le groove à 75. Ça, c'est le groove à 50. Vous voyez, vous entendez la différence ou pas? Voilà, c'est juste, c'est quelque chose qui est très intéressant à explorer et que je vous invite à aller
à aller creuser un petit peu plus dans les différents instruments que vous verrez, il y a toujours un paramètre de swing dans n'importe quel instrument en général et c'est une dimension très intéressante à utiliser. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un petit clic dans mon son. Ça clique un petit peu. Donc, je vais aller dans le synthétiseur et je vais aller corriger l'attaque. Vous voyez ici, mon attaque, elle est à 0. Il fait que quand je joue une note, ça fait un petit clic au début. Donc, du coup, je vais aller légèrement mettre. Voilà, mon clic est parti. Vous voyez? Et le clic. Là, il n'y en a plus. Voilà. Alors, on est sur donc, cette composition-là. Maintenant, arrivé à ce stade-là, vous avez, admettons que le morceau soit fini. D'accord? Je vois qu'il est 16h45, j'ai mis 3 quarts d'heure pour faire 3 patterns. Je pense que c'était pas très rapide. Mais au moins, j'ai pu les voir dans le détail. Alors déjà, on va sauvegarder son projet. Donc, je vais aller dans Save, Save As, et je vais l'appeler Musique Technique. Voilà. Ce morceau-là, je peux donc exporter le wave, par exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour faire un wave avec Bliss? Je vais cliquer sur Config. Je vais activer le Recorder Mode et je vais le mettre sur On. Et la petite flèche en haut, cette petite flèche-là, maintenant, c'est un bouton Record. Donc, quand j'appuie sur Rec, tout ce que je vais faire va modifier ici. Hein. Là, je rajoute du feedback. Voilà, et donc là, j'ai terminé mon enregistrement. Je fais Keep. Je vais enregistrer donc mon export Wave Musique Technique. Et après, je peux par exemple le partager. Alors là, par exemple, je peux me l'envoyer sur mon Mac. Voilà, là, je viens de le faire, je viens de l'envoyer sur mon Mac. Et j'ai le fichier Wave de ce que je viens d'exporter. Ça, c'est une première chose qu'on va pouvoir faire. On va, par exemple, si on veut isoler uniquement le rythme, bah, je vais, par exemple, uniquement enregistrer la section de beat, qui est à 120 BPM. Voilà. Ou bien, je vais utiliser des touches solo, etc. Et ça vous permet donc de récupérer un fichier Wave que vous pouvez, par exemple, relancer dans Ableton, que vous pouvez remodifier dans un autre logiciel. Mais il y a également, dans le dernier quart d'heure de cette formation, ce que je vous propose maintenant, c'est d'utiliser plutôt des fonctionnalités avancées, telles que le MIDI et également Ableton Link. Donc le MIDI, j'imagine que vous êtes tout à fait au fait de ce qu'est le MIDI. Donc je vais prendre ici, par exemple, mon instrument Chords. Pour le moment, le MIDI in et off, d'accord? Et surtout le MIDI out. Eh bien, toutes les notes de mon instrument, je vais ici venir les assigner au canal MIDI 2, d'accord? Et ma bassline, ici, tout ce que j'ai composé, je vais l'envoyer dans le canal MIDI 3, d'accord? Je vais vous montrer pourquoi après. Ça, c'est pour le MIDI. Il y a une autre chose aussi que vous devez savoir dans le monde de l'iOS Music et qui est absolument passionnant, c'est le standard Ableton Link. Ableton Link, qui est disponible ici dans n'importe quel logiciel qui se respecte, propose Ableton Link. Qu'est-ce que c'est Ableton Link? C'est-à-dire que par Wi-Fi ou à l'intérieur de votre iPad, vous allez pouvoir synchroniser la clock, l'horloge de vos applications, de sorte que lorsque vous jouez à plusieurs musiciens, et moi je le fais beaucoup notamment dans mes collaborations avec mes amis, quand on fait des jams, etc., tout le monde se met sur le même réseau Wi-Fi, active Ableton Link, et quand il y en a un qui fait play, toutes les machines démarrent en même temps, et on est synchro. Et c'est ce qui vous permet, notamment lorsque vous travaillez avec votre iPad qui est branché dans votre Ableton Live, par exemple, de synchroniser tout ce que vous faites sur l'iPad avec Ableton. Et lorsque vous cliquez sur Rec dans Ableton, ça va déclencher le play de l'iPad et tout sera parfaitement synchronisé dans le bon tempo.
Si je baisse le tempo de mon iPad, ça va changer, ou augmente le tempo de mon iPad, ça va changer le tempo de toutes les machines qui sont connectées par Ableton Link. Ici, dans le cas précis de ce morceau, donc je vais le sauvegarder encore une fois. Voilà. Je vais maintenant quitter Bliss parce que j'ai fait une sauvegarde et je vais cette fois-ci utiliser Bliss à l'intérieur d'un autre DAW, d'un autre hôte. Et Luc, ça va t'intéresser parce que je vais utiliser AUM. Parce que tu me disais que toi, tu utilises plus Cubasis, Core Gadget. Core Gadget ou maintenant c'est Auria Pro que j'utilise beaucoup. Oui, Auria, tout à fait. Alors moi, je les connais, ces logiciels, je les ai, mais personnellement, j'ai un petit faible pour AUM. KUM, c'est un host, c'est pas un DAW comme Ableton, parce que vous n'allez pas pouvoir faire d'automation. Et c'est plutôt une espèce de table de mixage virtuelle dans laquelle on va venir charger ces différents instruments iOS. C'est clairement le jouet préféré de la communauté parce que on peut vraiment expérimenter, on est très très libre, c'est complètement hors cadre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça donne une dimension très créative dans la manière dont on va faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que ma Groovebox, je vais la charger à l'intérieur de ça en utilisant non pas le protocole AUV3, mais cette fois-ci juste le protocole Interap. Alors pourquoi ? Parce qu'au moment où nous avions développé la Groovebox, c'était plutôt le protocole Interap qui était à l'époque principal et il n'y avait pas encore systématiquement la UV3. Donc je vais dans une source audio, je vais aller dans Interap Audio, je vais aller chercher la Bliss Groovebox qui est ici, la Bliss. Et alors la Bliss Groovebox, comparée à beaucoup d'autres applications, très très peu d'autres applications. Alors Elastic Drum, c'est nos copains, donc ils l'ont aussi, mais puisqu'on a développé pour eux. Mais la Bliss Groovebox, on va également pouvoir séparer les différentes pistes et envoyer chaque piste séparément à l'intérieur de AUM et du coup pouvoir retravailler encore et rajouter une couche entre guillemets. Donc ce que je vais faire, c'est que si on se souvient bien, on avait utilisé 3 pistes, donc drum machine, chords et bass. Donc je vais channel 1, je vais mettre ma drum machine. Channel 2, je vais venir mettre je vais les mettre cette fois-ci les accords. Donc je vais dans Bliss. Et channel 3, c'était ma basse, je me souviens. Voilà. Et en channel 4, ce que je vais mettre, c'est le reste. Parce que vous savez, si je choisis cette fois-ci le premier, là, instrument, il va me charger en même temps à la fois la 4e piste, mais également les 2 bus FX qui sont également séparés. Donc pour simplifier, je vais mettre ça. Je sais que dedans, c'est un peu mon bus FX qui va passer là-dedans. Ensuite, je vais dans la Bliss Groovebox. Je charge le projet qu'on avait fait tout à l'heure. Non, je ne veux pas. Je vais rester à 120, tout à fait. Et rappelez-vous que j'avais assigné le canal MIDI 2 et MIDI 3. Ça, c'est pour tout à l'heure. Je retourne dans AUM, qui est développé par le Suédois Jonathan Lildejal, qui est vraiment un développeur très important pour la communauté, pour laquelle on a beaucoup d'estime. Hop, j'appuie sur Play. Et c'est vrai, voilà, jouer mon projet. Alors, voilà, ici j'ai une seule séquence qui est lancée, donc je vais tout simplement appuyer sur Stop. Je vais préactiver les 2 séquences de manière à ce que ça joue mes séquences. Je rappuie sur Play dans AUM. Et là, je mets 3 pistes qui sont séparées. Ici, solo sur la batterie. Ici, les accords. Alors, tiens, la basse, par exemple, je vais lui rajouter un effet. Je vais lui rajouter un filtre. Je vais utiliser un de mes produits qui est le Bliss Filter. Alors, cette fois-ci, c'est un effet et c'est un effet qui utilise le protocole AUV3. Donc, je vous recommande, lorsque vous achetez des logiciels, d'acheter des logiciels qui sont compatibles AUV3 en général, lorsqu'il s'agit de les incorporer. Je vais prendre le Bliss Filter, qui est un filtre très simple, mais qui va nous permettre justement d'aller chercher une résonance, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Ici, j'ai un petit LFO qui va faire bouger, en fait, qui va faire bouger ce truc, qui va faire bouger la fréquence, qui va faire ça, en fait.
Là, j'ai mis la stéréo, mais je ne sais pas si vous entendez. Voilà, donc ça c'est avec, ça c'est sans. Voilà. Maintenant, je vais travailler sur mes accords là. Alors, je vais vous dire, j'aime pas du tout ces accords. Je trouve que le son du synthé n'est pas terrible. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois-ci pas du tout utiliser cette piste audio. J'ai donc mis sur mute. Et je vais plutôt uniquement récupérer le signal MIDI de mes accords et je vais aller les récupérer dans un autre synthétiseur. Donc cette fois-ci, je vais rajouter une autre piste. Je vais lancer audio. Et je vais cette fois-ci aller chercher une audio unit extension qui s'appelle le Bliss Alpha. Le Bliss Alpha, qui est donc un synthétiseur que nous avons sorti il y a quelques mois, que tu connais bien. Oui. Et donc ici, dans ce synthétiseur, je vais aller récupérer le MIDI Channel 2 de Bliss. Alors, on va regarder où est-ce qu'il est, ce MIDI Channel. Vous avez ici un bouton dans AUM qui permet de voir tout ce qui est en MIDI. On voit ici qu'il y a un signal MIDI qui sort. Et donc, aller l'envoyer dans mon synthétiseur. Attention, ça risque d'être un peu fort. Donc là, toutes les notes qui sont envoyées par la Groovebox, par le protocole MIDI, on vient les récupérer en MIDI ici, via AUM destination. Ensuite, je ne vais pas prendre tous les canaux MIDI. Je vais prendre seulement la channel 2. Ensuite, je vais choisir un preset qui marche bien. Alors là, c'est une version bêta. Je vais aller dans la partie keys. Très fort. C'est trop fort, pardon, excuse-moi. Alors, Merci. tu fais bien de me le dire, Luc, parce que des fois, moi, je joue trop fort. C'est pas une bonne idée. Je vais juste modifier l'attaque. Je vais rajouter un octave au-dessus. Je vais enlever la reverb. Si on entend le bus est fixe. Je vais rajouter un peu de volume ici. Bon, finalement, tout on le fait, il n'est pas si terrible ce preset. Je vais plutôt mettre un arpégiator qui est plus cool. Je vais mettre par exemple celui-ci. Alors, ah oui, attention les oreilles, pardon Luc. Voilà par exemple. Alors, celui-là il marche bien. J'en ai un autre que j'aime beaucoup. Il devrait marcher dans ce morceau. Je crois que c'est Juvamine. Donc là, ça joue la suite d'accords, mais de façon arpégiée. Alors l'arpégiator, il se trouve ici, d'ailleurs, dans le synthétiseur. Voilà, on va le mettre en synchro. Qui récupère à chaque fois les notes qui sont envoyées des accords et qui va les réinterpréter à travers cet arpégiator. Vous avez remarqué, ça fait n'importe quoi. Alors, on a une sorte de MIDI panique qui vient de se faire.
savez que j'aurai un petit effet, ce qu'on appelle souvent en France l'effet Bonaldi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quand vous faites une démo, il y a toujours un moment où quelque chose ça marche plus. Donc là, mon synthé, normalement, ne devrait pas recevoir de flux MIDI. C'est pas un all note up, tout ça, là, dans la fenêtre? Non, j'ai pas de hold. Oui, oui, dans la fenêtre où tu choisissais ton canal MIDI, tu avais un all note up. Oui, c'est vrai que ce que je peux faire, c'est ici enlever le MIDI. MIDI out. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, non, non. Dans le host. Ouais, je vais regarder. Retourne dans l'autre. Retourne où tu sélectionnes ton canal MIDI. Ah oui, Ah non, mais tout à l'heure, dans l'autre, la plus petite fenêtre. celle-ci. Celle-ci. Oui, c'est un all note up, là. Plus bas. Ah oui, bien vu. Ouais, ça pourrait effectivement m'éviter. Ah, bah écoute, ça n'a pas eu d'impact. Alors je pense que c'est un petit bug. C'est possible que j'ai vécu un bug sur une version de bêta test. C'est possible. Et ben c'est pas grave du tout. Regardez, je retourne pour chercher mon joli preset que j'avais trouvé qui m'allait bien, qui était donc un arpeggiator qui s'appelait, si je ne me trompe pas, on avait Juvamine, c'est ça qui était rigolo, voilà. Et cette fois-ci, normalement, si tout se passe bien, que je viens récupérer le channel 2 de la Bliss Groovebox, quand j'appuie sur play, on devrait être dans les clous. Attention. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que ce que je viens de faire était à peu près clair et que vous avez vu comment j'avais pu donc récupérer un message MIDI, l'envoyer dans un host pour pouvoir proposer, donc augmenter ma composition. On pourrait également faire ça avec la ligne de basse, mais ce que je vous propose à la place, c'est de conclure par une dernière chose. Je vais rajouter cette fois-ci de la compression sidechain pour voilà, donner plus de puissance, on va dire, dans ma basse, dans ma ligne de basse. Et enfin, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez en particulier. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que la basse ici, si on l'écoute bien, on pourrait lui donner un effet de pompage. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Pour cela, on va utiliser le Bliss Sidekick. Le Bliss Sidekick, ce n'est pas exactement de la sidechain compression, puisque normalement, une vraie compression sidechain, vous allez d'abord appliquer un compresseur sur votre piste, et à l'intérieur du compresseur, vous allez choisir depuis quel signal vous allez appliquer le trig qui va donner cet effet de compression. Là, si vous voulez, dans iOS, on a essayé d'avoir, avec Bliss, on a décidé avec le Bliss Sidekick d'avoir une approche un peu différente, plus simpliste, je dirais, qui est de mettre un séquenceur qui va à la fois me faire un son de kick et qui va en même temps me faire de la compression. Donc, si on voit bien, ça va faire ça. Et là, on entend effectivement un kick. Et plus je baisse le threshold, plus je vais avoir effectivement cet effet de pompage. Si je fais Ghost, on ne va plus entendre le kick.
Ça va juste faire l'effet de pompage. Comme j'ai déjà un kick ici, en général, on va éviter d'avoir deux kicks. On va essayer d'éviter d'avoir deux kicks. Mais si on veut avoir un deuxième kick quand même, on peut maintenant récupérer l'audio grâce à un nouveau format qui s'appelle le Multibus Audio Unit Instance, donc en l'occurrence ici le Blissey Kick. Et le kick, le son du kick, je vais le récupérer dans une piste séparée ici. Alors regardez, on entend ici, vous allez voir. Voilà. Ensuite, je vais aller accorder mon kick. « 95 ». Donc la moitié de 95, ça va être 45 plus 2, 47. Et là, on entend qu'on est c'est un sol à peu près. On entend que c'est un sol. C'est important d'avoir un kick qui est accordé sur votre ligne de basse parce que ça va être plus harmonieux. Si je vais rajouter du micro. Voilà. On a donc à peu près terminé cette production. Et donc on a pu voir effectivement comment on pouvait d'abord, dans une première étape, composer les grandes lignes avec un instrument simple. Et après, on peut progressivement augmenter en complexité. Alors en complexité, en tout cas, on peut aller très très finement dans le sound design. Et il est à noter donc que AUM, le logiciel que j'utilise, que je vous présente ici, nous permet du coup même d'exporter tout ça en pistes séparées. Ces pistes séparées, ces fichiers WAV que vous pouvez ensuite retravailler dans un autre DAW comme Auria Pro sur iPad ou Ableton Live ou le DAW que vous préférez. J'ai vu que Logic était gratuit en ce moment. Voilà. 90 jours. 30 jours. Logic, 90 jours, ils ont donné, je pense. 90 jours, ah oui, oui. Ouais. Question pour le Groovebox. Il existe une version d'entrée gratuite? Il existe, c'est quoi le Absolument. prix? C'est quoi les options? Alors, par défaut, vous pouvez télécharger la Bliss Groovebox gratuitement et vous aurez déjà les principales fonctionnalités. Par contre, toutes les fonctionnalités pro, comme par exemple la banque de samples, la possibilité de pouvoir importer ces samples, la possibilité de pouvoir utiliser le MIDI, etc., etc., eh bien, dans ce cas, il va falloir débloquer pour 14, donc ça fait $13,99, 13 $ américains 99, donc 15 balles pour voir les fonctionnalités pro de la Groovebox. Les autres produits de Bliss, vous avez le Bliss Alpha synthétiseur qui est sorti récemment, qui est également vendu au prix de $13,99 en ce moment, mais bon, je vais faire une promo là pour cette période de confinement. Et ensuite, vous avez toute une série de plugins, vous pouvez regarder ici, ces plugins qu'on peut retrouver ici. Vous avez donc la Bliss Delay, qui est une delay qui propose un frequency shifter qui est très très apprécié. Ici, vous avez un frequency shifter très très cool. Vous avez également la Bliss Reverb. Cette Bliss Reverb qui est particulièrement appréciée de notre ami Jordan Rudess, notamment parce que vous avez ici un pad en fait et vous allez modifier votre son directement avec cette reverb. Si je fais une petite démo par exemple juste sur ma drum qui est ici, on va le voir tout de suite. Il y a voilà, cette reverb plutôt cool. Voilà, donc ça c'est la Bliss Reverb et on a utilisé tout à l'heure le Bliss Filter sur la basse pour lui donner un petit effet de wobble, pour la faire bouger un petit peu.
Et donc, ces plugins sont actuellement vendus au prix de 5,99 $ US dollars. Et donc, il y a des petites promos en cours, il ne faut pas hésiter. Et bien entendu, si en tant qu'étudiant, vous souhaitiez accéder à un des produits Bliss et que vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, sentez-vous libre de me contacter donc sur mon adresse email vianney@bliss.com ou via notre site internet bliss.com. Vous me dites que vous êtes de musique technique et je serai heureux de pouvoir vous offrir des codes pour que vous puissiez utiliser nos applications sans forcément mettre le budget, pas de problème. C'est très gentil. Merci beaucoup, Vianney. Pas de souci, c'est normal. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a peut-être des choses en particulier que vous voudriez savoir? Oui, moi, j'avais une question. Tantôt, tu avais montré qu'on pouvait importer des samples dans l'application, dans le Groovebox. Est-ce que, mettons que moi, j'ai l'application Splice sur iPad, est-ce que je peux importer des samples à partir de ça? Oui, je pense. Alors, je n'ai pas Splice, mais très concrètement, sur la drum machine, ici, tu vas aller donc dans ton sample, tu appuies longtemps sur un step, tu fais Load Sample. Donc, Load Sample. Ici, tu vas cliquer sur Import. Et là, tu vas rentrer dans le navigateur de fichiers iOS. Et tu vois que là, j'ai vraiment accès à absolument toute ma machine. Tu peux même brancher, si ton iPad est branché sur un hub USB et que tu mets une clé USB dans le hub, tu vas pouvoir accéder à ça. Tu as également AudioShare qui permet des fois de… En tout cas, je suis quasiment certain que tu puisses utiliser tes samples de Splice. Vu comment c'est réputé. Probablement que je peux les sauvegarder directement sur mon iPad à partir de Splice puis les importer par là après. Voilà, au pire, voilà, tout à fait, au pire. Ça, c'était vraiment un super ajout de iOS qui arrive avec iOS 12, c'est-à-dire que Apple a enfin compris qu'il fallait un explorateur de fichiers. Et ça a changé la vie. Oui, énormément. Voilà. Mais aujourd'hui, l'environnement iOS pour faire de la musique, il est vraiment très, très bien. Il a beaucoup évolué et aujourd'hui, il a vraiment atteint un niveau de qualité professionnelle. Et en tout cas, nous, chez Bliss, on aime à penser en tout cas que les produits qu'on fait sont au moins aussi stables et au moins aussi qualitatifs que ce qu'on propose sur desktop. Il fut un temps, il y a quelques années, où il y avait beaucoup d'applis qui crashaient souvent. Il y avait souvent des crashs, il y avait souvent des bugs. Et du coup, ça donnait une image un petit peu amateur aussi à l'iOS Music. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Et force est de constater que ce soit Jean-Michel Jarre, avec lequel on a la chance de travailler, il utilise lui-même des iPads sur scène. Jordan Rudess, il utilise des iPads sur scène, mais il y a aussi de nombreux producteurs de musique électronique qui s'en servent dans leur environnement, dans leur studio. Alors là, on peut voir un petit bout de mon studio derrière moi, où on voit effectivement, j'utilise des machines hardware, j'utilise bien entendu une carte son, j'ai une Behringer X32. Tout ça est relié et mon iPad est au centre de mon studio. Et c'est là que ça va être le centre de l'expérimentation, de pouvoir utiliser les samples, etc. Je suis vraiment agréablement surpris parce que l'interface est simple, très épurée, mais sans toutefois perdre de fonctionnalité. Une chose que je trouvais difficile au début en faisant mes premiers pas sur Ableton, c'était qu'à chaque fois que tu cliques sur quelque chose, il y a 36 000 options qui sortent d'en face, puis à un moment donné, oui. Des fois, c'est un peu intimidant, là, où ça donne mal à la tête. Là. Mais ça, avec ça, ça donne l'accent sur le pouvoir créatif plutôt que… Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, moi, j'ai passé énormément de temps sur la Groovebox. Et quand tu prends un sample, par exemple, pour le travailler, il te faut quoi? Des filtres, quelques effets, un bus reverb, un bus de delay, la DSR, et globalement, déjà ça couvre une part extrêmement importante de la production musicale. Et du coup, on réessentialise. Et quand je repasse sur Ableton, eh bien, mes productions, elles sonnent mieux. Elles sonnent mieux, pourquoi? Parce que naturellement, je vais avoir tendance à me dire, ce sample de kick qui doit prendre cette plage de fréquence. Je n'ai pas besoin d'en faire trop. Je vais vouloir d'abord aller à l'essentiel. Et ça, c'est une très, très bonne approche pour finalement, globalement, améliorer sa production. Il vaut mieux, si vous voulez, par exemple, quand on apprend à conduire, il vaut mieux rouler dans une petite Clio, pour prendre l'exemple, que de tout de suite commencer par une Porsche ou une Formule 1. Ouais, dans bien des cas, less is more. Oui,
Tout à fait. Et c'est l'approche en tout cas de la Groovebox. Donc c'est pour ça aussi que pour le moment, on est limité à 4 pistes. Et que tous les produits qu'on fait, je pense par exemple au Alpha synthétiseur, c'est un bon exemple aussi de notre approche, où vous allez pouvoir faire du sound design en allant de gauche à droite. C'est-à-dire, à gauche, d'abord j'ai général, je vais choisir mes ondes, mes formes d'ondes, voilà, ici mes oscillateurs, et ensuite je vais aller vers mes filtres, puis la modulation, les faux, etc. Et enfin d'autres effets, le FX. Mais bon, le Bliss Alpha synthétiseur, c'est plus l'occasion d'un autre cours, pourquoi pas, pour parler un petit peu de synthèse sonore, par exemple. Une chose que tu n'as pas notée dans le Groovebox, c'est la possibilité de changer de timbre, de patch ou de son dans une même séquence, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est vrai, je te remercie beaucoup, Luc, de mettre ça en exergue, parce que c'est une particularité, c'est le seul instrument que je connais, en tout cas, peut-être qu'il y a des séquenceurs hardware qui le font, mais à ma connaissance, non. Alors, très concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais récupérer ma basse en vitesse, elle était ici, j'ai été muté. Ici, on constate que ma ligne de basse, elle est sur l'instrument 1. Vous voyez? Chiffre 1. Maintenant, si je voulais assigner à un autre instrument, mais à cette même note, et par exemple, je mettrais un autre instrument. Alors, je vais vous montrer mes doigts pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Ça offre en fait plein d'approches créatives nouvelles dans la manière dont vous avez composé en fait. Et donc ici, mon dernier step, je vais le mettre à chaque fois sur l'instrument 5, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, comme l'a suggéré Luc. Voilà, ici. Tac. Voilà, pour montrer concrètement ce que ça peut ouvrir comme possibilité. C'est-à-dire qu'on sort du carcan d'utiliser un seul et même instrument par pattern. On peut, dans un même pattern, utiliser jusqu'à 9 instruments différents. Et ça ouvre à pas mal de possibilités. Voilà, parce que c'est à la fois limitant et en même temps, c'est une autre approche, en fait. Des questions? Ouais, est-ce qu'on peut l'utiliser directement sur Mac ou sur PC plutôt que si on n'a pas de tablette, par exemple? Alors, actuellement, pour ce qui est de la Bliss Groovebox, non. En revanche, nous allons prochainement porter certains de nos plugins sur macOS. Je pense notamment qu'on espère porter en premier le Bliss Alpha synthétiseur ainsi que la Bliss Delay, parce que ce sont des produits qui peuvent s'appliquer au monde desktop. Dans le cas de la Groovebox, comme c'est vraiment très tactile comme approche, ça ne ferait pas de sens. Et puis de toute façon, il y a d'autres Groovebox, mais le Bliss Alpha synthétiseur et la Delay pourront également être disponibles sur macOS. Maintenant, je trouve qu'un iPad d'occasion de type iPad 4e génération, ça va coûter quelque chose comme 200 ou 300 $. Donc, c'est un investissement, mais je pense sincèrement que c'est un bon investissement. Par exemple, cet iPad que j'ai, je l'ai depuis maintenant presque 4 ans et il me suffit largement. Il va encore durer plusieurs années. Donc, ça peut être un bon investissement, en tout cas pour certaines applications, pour avoir une autre approche, ou comme carnet de notes, quand on n'est pas tout le temps au studio, devant ses écrans, ses moniteurs, etc. C'est justement une approche aussi nomade qui peut être intéressante. Aussi, ça s'intègre quand même très bien dans le studio. Je veux dire, aujourd'hui, on peut facilement brancher l'interface audio et MIDI et ça devient un autre appareil dans notre studio MIDI. Absolument, absolument. C'est vrai que je devrais donner un exemple concret. Si par exemple, on est ici,
La X32 qui est ici, alors est-ce qu'on voit, là, on la voit ici un peu, elle est branchée directement sur mon iPad. Mais je vais les récupérer également. Je vais synchroniser mon iPad directement avec Ableton. Et tout l'audio de mon iPad rentre directement dans mon Ableton, par exemple. Tout ça s'intègre parfaitement grâce notamment à Ableton Link. Et c'est vrai que je recommande, lorsque vous voulez vraiment synchroniser l'utilisation d'un iPad dans un studio, de plutôt utiliser Ableton. Ça va être plus facile pour des questions de synchro, forcément. Après, on peut toujours être au bon BPM et recaler après. Mais c'est sûr que Ableton, j'imagine que c'est l'outil que vous apprenez à Musique Technique en priorité, ou il y en a peut-être d'autres que vous privilégiez. On voit Cubase et Ableton Live, les deux. D'accord. Ouais, bah, il y a Cubasis aussi sur iPad. Alors, je ne sais pas, par contre, Luc, si on peut exporter les projets Cubasis iPad vers Oui, Cubase. Ouais? oui, oui, Ah, ça, oui, c'est c'est possible. intéressant. C'est vraiment intéressant. Par contre, FL Studio, je ne recommande pas. C'est moins bien. C'est moins stable. OK. Sur iPad, j'entends. Sur iPad. Question, tu as dit quelque chose d'intéressant sur le fait que la Groovebox était faite avec une notion de tactile, parce que justement, c'est pour la tablette. J'aimerais juste entendre justement sur la différence dans votre approche lorsque vous développez parce que là, justement, vous développez des plugins qui seraient sur Mac et sur la tablette. Puis dans le cas de la Groovebox, vous avez pensé juste pour tablette. Quelle est la difficulté ou la différence ou la façon d'approcher l'interface? Parce que justement, on est en tactile et non avec une souris. J'aimerais juste entendre ta réflexion sur ça. Tout à fait. C'est une très bonne remarque. En fait, notre approche, elle est déjà qu'on va vouloir avoir des gros boutons. Si on prend la plupart des produits qu'on développe, c'est toujours pour avoir de la place pour les doigts. On évite les petits boutons. On évite au maximum les petits boutons et au contraire, on va plutôt privilégier de pouvoir avoir beaucoup de grasp, on va pouvoir de manière tactile utiliser ses doigts. Si je prends l'exemple d'une application que je n'aime pas, hein, je vais dire du mal de mes concurrents un petit peu. Je vais prendre n'importe quel truc de chez. Prendre par exemple. Alors, il y a des très bons produits aussi, hein, donc je vais essayer d'illustrer, mais vous avez énormément de synthétiseurs qui recopient ce qui existe dans le physique. Alors, je vais prendre Synthscaper, c'est un joli synthé, il est cool. Mais il peut vite avoir des difficultés. Je vais prendre l'exemple du modèle D en l'occurrence. Alors, Moog. Du modèle 15 aussi. Le modèle 15, voilà. Le modèle 15. Le modèle 15, c'est un synthétiseur qui sonne incroyable. Il est vraiment magnifique. Il a des très bons presets. Mais alors, allez-y pour régler ça, quoi. Alors là, j'ai un iPad Pro, mais c'est ingérable. Sur iPhone, c'est impossible. Donc, pour répondre à ta question, Luc, lorsqu'on a fait la Groovebox, donc notre premier produit, donc je vais rallumer mon téléphone parce que je l'avais éteint, ça a été d'avoir une démarche iPhone first. On s'est dit, on doit être capable de faire la musique avec un seul doigt. Et donc, ce que je vous recommande, si vous possédez un iPhone, c'est de tester la Groovebox sur iPhone. C'est hyper ludique, notamment parce qu'on peut faire la musique très très vite, utiliser le micro pour enregistrer ses samples. Et toute l'interface a d'abord été conçue de manière verticale, ce qui d'ailleurs nous a posé pas mal de soucis, parce que les gens arrivaient sur l'iPad, ils voulaient mettre en format paysage, donc on a très rapidement fait évoluer le logiciel. Mais la différence essentielle entre le tactile et le desktop, c'est que le tactile, il faut garder à l'esprit que ça doit être facile à utiliser et qu'on peut avoir une approche live. Et pour ça, la Groovebox, d'ailleurs, elle s'y prête bien parce qu'on peut faire des lives. Et j'ai déjà été amené à faire plusieurs lives, justement, avec la Bliss Groovebox. On a fait une fois la première partie de Max Cooper à l'aéronef de Lille et on avait utilisé que nos iPhones. Donc là, on voit la Groovebox sur un iPhone X10S, donc sur un iPhone de taille entre guillemets normale. Et voilà, mon mixeur, il est là. Si je veux composer un rythme, je peux le faire avec un seul pouce. Il y a très très peu d'applications aujourd'hui qui vous permettent d'avoir cette approche-là. On va par exemple, voilà, faire ça. Tac.
Alors là, j'utilise quand même plus de doigts parce que je fais un rythme. Etc. Et voilà. Ça va assez vite. Et surtout, gros avantage de l'iPhone aussi, c'est que le micro, je vous disais tout à l'heure, est de très très bonne qualité. Meilleur que celui de l'iPad. C'est super, notamment pour faire tout ce qui est field recording. J'ai déjà utilisé je crois que c'est des Zoom, justement, la marque de micro portable. Eh bien, franchement, le micro de l'iPhone n'a pas à rougir. C'est vraiment très très bien. Autre question. Si quelqu'un travaille sur l'iPhone, le transfert vers le iPad se fait bien? Est-ce que ça se sauvegarde en ligne? Alors, ça va pas, nous, on utilise iCloud. En l'occurrence, là, je viens d'ouvrir mon iPhone. Je fais load. Et alors, j'ai des noms de projets qui sont toujours très drôles. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, là, est en train d'enregistrer, notamment de récupérer tous mes projets. Donc, bien entendu, j'ai un petit effet Bonaldi, puisque le projet que nous avons enregistré ici, il est enregistré, donc musique technique. Je devrais le retrouver ici. Je vais regarder si je le retrouve. OK, donc vous passez par iCloud. Ouais, voilà. Alors, bien entendu, c'est ça, j'étais en mode avion, c'est pour ça. On passe par iCloud. Et maintenant que je suis sorti du mode avion, normalement, je récupère nécessairement donc, le projet que j'ai fait sur iPad, je retrouve exactement sur mon iPhone. Et également les samples que j'ai utilisés. Alors, les samples Factory qui font partie du logiciel. En revanche, petite subtilité, si vous enregistrez un sample sur votre iPhone et que si vous ne l'enregistrez pas également sur votre iPad, là par contre, il peut vous manquer un sample parce qu'on a choisi de ne pas synchroniser les samples pour éviter de saturer l'espace iCloud des utilisateurs. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est seamless, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'iPhone à l'iPad sans problème. Super. D'autres questions? Bon. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Si vous avez d'autres choses, c'est le temps de poser une question dans le temps qui reste. Sinon, Vianney, je te remercie beaucoup de la part de tout le monde. Tu as pris beaucoup de temps de démontrer des trucs, des façons de faire qui sont très intéressantes. L'offre que tu as faite aussi est très gentille. Donc, je vais partager avec les étudiants ton email s'ils veulent te contacter. Ou de toute façon, tu disais d'aller sur le site de la compagnie. Tout à fait. Tu peux également partager mon adresse email. Il y a également les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Bliss sur Instagram, sur Twitter. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Et je te remercie beaucoup pour l'invitation. J'étais également très honoré de pouvoir animer ce petit atelier. C'était très plaisant et j'espère que ça a été surtout utile et intéressant, que ça a éveillé en tout cas votre curiosité.